C'est dans ce train qu'a véritablement commencé ce voyage, en parcourant les pages d'un autre récit, celui de Conrad et de son Lord Jim. Il y a bien des nuances dans le danger des aventures et des tempêtes. Et c'est seulement de temps à autre qu'apparaît sur la face des faits une sinistre violence d'intention, ce quelque chose d'indéfinissable qui impose à l'esprit et au cœur d'un homme la conviction que ses accidents en chaîne ou ses éléments en furie l'agressent avec une malfaisance délibérée, avec une force sans contrôle, avec une cruauté sans frein, qui cherche à lui arracher son espoir, sa peur, la souffrance de sa fatigue et son aspiration au repos. Ou encore à briser, détruire, annihiler tout ce qu'il a vu, connu, chéri, aimé ou haï. Tout ce qui est inestimable et nécessaire, le soleil, les souvenirs, l'avenir. À chasser totalement de sa vue toute la beauté de l'univers par un acte simple mais effroyable, celui de lui ôter la vie. Au milieu de la mer de Bering, entre l'Alaska et la Sibérie, l'archipel des Primilov, quelques îles perdues dans le nord des Aléoutiennes, parmi elles, l'île de Saint-Paul. Ce n'est jamais par hasard que l'on vient à Saint-Paul, c'est un peu comme un joueur professionnel qui va à Las Vegas. Il y va pour gagner de l'argent. Mais ici, la table de jeu est au cœur de la mer de Bering. La mise est importante, on y joue sa vie. Le jeu, c'est la pêche au crabe. Il n'y a pas de règle, c'est la nature qui décide. Le crabe, les Japonais en raffolent et le paient très cher. Mark King fait partie de ces aventuriers de la mer qui, chaque saison, viennent à Saint-Paul tenter leur chance. Mark arrive de Californie et depuis 14 ans, c'est un habitué de ses voyages vers le nord pour venir y pêcher le saumon, la liboute ou le crabe. Mais de toutes ces pêches, c'est la pêche au crabe en mer de Bering qu'il redoute le plus. Quelquefois, les gens ne reviennent pas. L'année dernière, on a perdu plus de 20 marins et 4 bateaux dans les premières semaines de la saison. Vous pouvez revenir mort ou revenir estropié, les mains écrasées par les casiers qui pèsent plus de 300 kilos. Les gens meurent ici pour l'argent. L'année dernière, un bateau a coulé dans les 2 premières heures de la campagne de pêche. C'était le 15 janvier à 2 heures du matin. Ils ont envoyé un SOS et on a retrouvé 2 marins gelés dans leur bateau de sauvetage. Et 4 étaient portés disparus. Aucune trace du bateau, juste quelques débris. Chaque année, près de 300 bateaux partent des ports de Seattle ou d'Alaska. Pendant 4 à 5 semaines, ils vont jeter leur casier au cœur des tempêtes d'hiver. Des Américains des autres États au laissé pour compte de l'Amérique du Sud, nombreux sont ceux qui viennent à Saint-Paul pour y chercher un embarquement. Mark a retrouvé Philippe. Depuis bientôt 5 ans, ils se rejoignent à Saint-Paul. C'est dans cette maison qu'ils se sont connus, la maison de Lily. Veuve d'un pasteur qui a passé sa vie à construire des églises en Alaska, Lily accueille aujourd'hui dans sa maison, devenue bed and breakfast, les marins oubliés qui attendent un bateau pour partir pêcher le crabe. Take a stick there. Take a stick.
Ici, dans cette maison, je me sens comme chez moi. La première fois où je suis venu à Saint-Paul, je dormais dehors. Lily m'a accueilli et a pris soin de moi. Comme ça, je n'avais plus à penser qu'à mon travail et à chercher un embarquement. Je fais ça depuis des années et ils m'aident bien. Ils coupent du bois et font beaucoup de choses pour moi. Vous savez, c'est agréable et je suis contente de les avoir. Oui, je suis vraiment inquiète pour eux. Vous pouvez le dire car habituellement, lorsque le mauvais temps s'installe ici, le vent est tellement violent que vous ne pouvez même pas rester debout. Et quand il y a des tempêtes de neige comme l'an dernier, c'est vraiment dangereux. Dangereux. Pour Philippe, ce serait plutôt une sorte de danse avec la mort pour s'offrir une autre vie. I come from South America, from Uruguay. Je viens d'Amérique du Sud, d'Uruguay, de la ville de Punta del Este. Et j'ai quitté mon pays il y a 5 ans pour venir ici en Alaska pêcher le crabe. Et là où est le crabe, c'est là où vous gagnez le plus d'argent. Pour moi, c'est la raison principale. Plus le travail est dur, meilleure est la récompense. Alors vous jouez avec le mauvais temps, et la mer de Bering est l'une des mers les plus dangereuses du monde. Elle est bien connue pour cela. Dans cette pêche au crabe, si le danger vient de la mer et des casiers, il en est un autre que les marins craignent par-dessus tout. C'est l'état du bateau sur lequel ils s'embarquent. Celui de Philippe, le Scandis Rose, a déjà l'expérience d'une vingtaine de campagnes en mer de Bering. In this boat, we are working with 7 guys and 2 skippers. So we work 18 Sur ce bateau, hours, on est 7 hommes we d'équipage et sleep 2 skippers. 6 hours. Nous travaillons 18 heures pour 6 heures de repos. Always 5 guys On on fait des deck, quarts, en 2 général guys on est sleeping. toujours 5 hommes sur le pont, One guy plutôt qu'ils sleeps dorment. 6 hours, he works Ainsi le bateau 18 peut pêcher hours. 24 heures sur 24. So we are all working, the boat is 24 hours working. La saison est commencée depuis quelques jours. Alors va débuter une véritable course-poursuite entre les bateaux. Il s'agit pour eux d'effectuer le plus grand nombre d'allers-retours entre les lieux de pêche et les grandes pêcheries. Ces grandes pêcheries des Aléoutiennes de Saint-Paul, où le crabe sera traité avant d'être expédié vers le Japon. Peu importe la mer, le vent ou la glace, il faut rapporter du crabe avant que le quota ne soit atteint et ne sonne la fin de la campagne. Gold prospects out. En mer, il faut sans cesse poser et remonter ces énormes casiers de plus de 300 kg. 100, 200, 300 casiers embarqués à bord des bateaux seront ainsi inlassablement manœuvrés par les hommes d'équipage. À terre, pour quelques-uns de ces vagabonds de l'océan, à la recherche de la fortune promise, la saison commence mal. Tous n'ont pas trouvé un embarquement. Alors, comme ils le disent, I'm walking the dock. Je fais les quais. J'attends. I'm looking for a boat. Je cherche un bateau. Been looking for about Je 3 cherche weeks depuis 3 semaines. in Dutch Harbor, Avant, and I flew j'étais up à here. Dutch Harbor. Et And puis, right now, je suis venu ici. I think I have a boat today. J'espère trouver un So bateau wait. aujourd'hui. J'attends. Je suis prêt à partir. I'm ready to go out there. D'où venez-vous? I come from Chile. Je viens du Chili et je viens en Alaska And, chaque année I've been depuis in 18 Alaska ans. for 18 years. Because it's fast money.
C'est une façon rapide de gagner de l'argent. On peut gagner 10 à 15 000 $ en un seul mois. C'est beaucoup d'argent. C'est un challenge. Quand vous l'avez fait 2 ou 3 fois, c'est comme si la mer vous rappelait. Si vous essayez d'arrêter, c'est plus fort que vous. Vous y revenez. Ça vous manque. Dans ce coin du monde, le temps est assassin. Le froid, la glace, la violence des tempêtes tuent. Et les équipages paient un lourd tribut à la mer pour avoir le droit d'y naviguer. Au printemps, chaque mort est honoré au son de la cloche de la petite chapelle orthodoxe. Elle sonne une fois pour chaque mort en mer. En 88, l'une des années les plus meurtrières, elle avait sonné 44 fois. Se poursuit. On pose et on relève les casiers qui, à tout instant, peuvent venir vous frapper avec une soudaineté mortelle. Sur ce bateau, 220 casiers sont descendus à plus de 200 mètres de profondeur. 17 ou 18 heures plus tard, lorsque tous sont posés, il faut attraper les bouées au grappin, hisser les casiers sur le pont, les vider avant de les reposer. Et cela 24 heures sur 24, au rythme des quarts. La pêche au crabe est aux États-Unis l'un des métiers les plus dangereux et l'un des plus meurtriers. Chaque année, des naufrages, des bateaux disparus, des marins blessés ou écrasés par les casiers viennent ponctuer cette pêche. Et ceux qui, quelquefois, n'ont plus que leur vie à perdre, acceptent ce voyage comme un coup de bluff, au hasard. Well, I've been doing this now for 5 years and I'm planning on doing maybe 2 or 3 more years. Je fais ça depuis 5 ans maintenant et j'ai décidé de le faire encore 2 ou 3 ans. J'ai fait mon temps, comme on dit. Lorsque j'ai commencé, mon idée était de gagner assez d'argent pour pouvoir rentrer chez moi et vivre autrement. Parce qu'ici, à chaque fois que vous sortez, vous risquez votre vie. It's pretty dangerous out here. You risk your life every time you go out. Livrés à la rage des éléments, ces hommes sont peut-être, et sans le savoir, les derniers héritiers de Jack London. Avec eux, c'est la légende de l'Alaska qui continue de vivre, au cœur d'un territoire où la mer et la terre se partagent la démesure des conditions extrêmes. First time I pick up a needle and thread in 10 years. It sweats. No privacy. Well, I started this. It comes from my grandfather. He used to be a Je tiens ça de fisherman. mon grand-père, qui était lui-même marin-pêcheur. Once I got here Aussi, je to suis venu en Alaska, Alaska car j'étais I got intéressé par la interested in pêche. fishing. I always lived Et j'avais in the toujours ocean. vécu au bord I de really l'océan. like this job. J'aime ce My métier. plan is, because I'm earning the money, so, Et lorsque j'aurai gagné I'm assez buying d'argent, land j'achèterai de la terre back chez in moi my en country, Amérique du Sud. South America. So,
Au début du siècle, lorsque Jack London arrive en Alaska, c'est la ruée vers l'or du Klondike et sa fièvre qui ronge tous les prospecteurs. C'est l'époque où les mains gèlent au fond des rivières pour ramasser les pépites et où les rêves viennent se briser sur ces espaces glacés. Cette fièvre existe encore aujourd'hui, mais les chercheurs d'or du début du siècle sont devenus pêcheurs en mer de Bering. Dans cette région de mines d'or et d'argent, l'exploitation de l'or est devenue industrielle. En Alaska, l'un des États les plus protégés d'Amérique, certaines mines sont en attente, trop polluantes. Le rêve est cadenassé. Sous la montagne, la glace envahit les galeries. Non, on ne va pas dans la mine tous les jours. On monte là-haut de temps en temps pour contrôler le matériel. On va voir si le circuit d'évacuation d'eau fonctionne bien. Et puis aussi tous les branchements électriques qui ventilent la mine. Pour ces hommes, été comme hiver, il faut entretenir le matériel qui servira à extraire le minerai lorsque recommencera l'exploitation. En été, on n'a pas de problème. L'air circule du sommet de la montagne vers la sortie, derrière nous. Mais en hiver, l'air est très froid et la glace se forme et bloque l'entrée. Si aujourd'hui la réglementation contrôle les mines d'or et d'argent, la nature, elle, n'a pas de loi ni d'interdit. Et par-delà les années, elle offre aux hommes sa même barrière de glace. Ok, on est à l'endroit qu'on appelle l'horrible passage. On appelle cet endroit l'horrible passage, parce qu'un filon d'or se trouvait juste au sommet de la montagne. Les mineurs, dans les années 1910-1920, avaient d'énormes difficultés à transporter le matériel à dos d'homme ou avec les mules. C'est à l'époque des mules et du transport à dos d'homme que Jack London écrira l'épopée de l'Alaska en pleine fureur de la ruée vers l'or. Toujours plus loin, une autre frontière, encore plus à l'ouest, s'est ouverte. Un nouvel Eldorado qui fait peur et qui fascine à la fois. C'est le monde étrange des pêcheurs de crabes, où se met l'aventurier vagabond, en route vers ces mers glacées. Dans le port de Saint-Paul, jour et nuit, les bateaux poursuivent leur voyage entre les tempêtes et ces quelques heures passées à l'abri d'un quai pour y décharger le crabe.
si l'on tirait des salves d'artillerie lourde sur tout l'océan. Malgré cela, à bord, le travail se poursuit, avec cette sensation de se retrouver à la frontière fragile et intense de forces immenses qu'on ne peut que subir et accepter. Le geste se répète. On prépare les filins, les bouées. Le treuil s'emballe. Le casier est passé par-dessus bord jusqu'au prochain qu'il faut de nouveau préparer. Et cela pendant des heures. One time, we were on a crab job fishing. Un jour, on était en train de pêcher le crabe lorsque le bateau a heurté un récif. Il y a eu un grand trou dans la coque et l'eau s'est engouffrée. On a mis le canot de sauvetage à l'eau, on a sauté et on a vu notre bateau couler avec toutes nos affaires. Notre pêche avec tous les crabes était perdue. Tout a coulé. Heureusement, on a été récupéré par les gardes-côtes 40 minutes plus tard. Je peux aujourd'hui vous raconter cette histoire, mais d'autres n'ont pas eu ma chance. C'est le mauvais côté des choses. Sur ce bout d'océan, ces hommes sont les survivants d'une époque révolue. Comme les derniers pionniers, les derniers aventuriers d'une Amérique oubliée, ou leur mort, et le prix à payer à la frontière salée, écrivait un journaliste d'Anchorage, pourtant habitué aux conditions difficiles de son pays.
même moment, à terre, le froid fait chuter le thermomètre à -30. L'obscurité ronge les jours. L'hiver s'installe. Radio Phil and I will keep you updated continuously on the open or closed status of schools and businesses. So when there's bad weather and you need to know, keep your radio tuned to Oldies Radio. Cool, 97.3. Southcom wants to go Sand Lake, 80th and Jewel. Sand Lake, 12-6, 80th and Jewel. 10-1 Sand Lake. And 6, you know it. It was a cute. Hey, I take my car, I go to the train, take the train. Territoire qui propose à la fois son trop-plein de sociétés qui consomment à l'américaine et ces espaces étrangement lointains où se trouvent des villages, des hommes isolés qui vivent au rythme d'une nature omniprésente. La vie est rude, tous les agrès et les stimulent. Les grands espaces, la nuit polaire, les animaux sauvages, le froid, le silence. All alone. He's had 3 wives. Il vit tout seul. Il m'a dit qu'il avait eu 3 femmes puis 3 divorces. La dernière lui a tout pris, ses affaires, sa maison. Depuis, il ne veut plus entendre parler des femmes. And so, he moved to Talkeetna. Il a quitté le Colorado pour s'installer à Talkeetna il y a une dizaine d'années. Je le dépose souvent pour les chasser. Bob le trappeur, il est comme ça. His name is Trapper Bob. Paul, lui, est pilote du Bush. Depuis l'âge de 17 ans, il vole dans la région montagneuse du Grand McKinley. Cette symbolique de beauté qui se dresse au cœur des terres d'Alaska. Souvent, les gens viennent ici en Alaska pour la tranquillité, pour fuir les grandes villes, la foule, leurs problèmes. Mais quelquefois aussi, ils viennent ici pour échapper à la justice. L'éclaircie se maintient, mais la météo prévoit de la neige pour le soir. Paul en profite pour rejoindre Bob, qui vit à 1h30 de vol du village. Dans quelques heures, le mauvais temps et les chutes de neige qui s'annoncent rendront le voyage vers le bush impossible. Habituellement, je transporte du ravitaillement et du matériel pour les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Nous, les pilotes du Bush, on peut se poser partout, sur les lacs ou les rivières gelées. Et souvent, nous déposons des équipes d'alpinistes sur le McKinley. Il nous arrive aussi d'intervenir dans le mauvais temps pour porter secours en montagne dans des zones difficiles.
There's no way to communicate with Bob. There's no phone, no radio. On n'a aucun moyen de communiquer avec Bob. Il n'a ni radio ni téléphone. À chaque fois que je dois lui déposer du matériel, des vivres ou du carburant, on fixe un rendez-vous à l'avance. Au pied du mont McKinley, Bob chasse quelques animaux pour leur fourrure, le castor, le coyote ou le renard. Et quelquefois, pour se nourrir, il tue un élan, ces grands cerfs d'Alaska qui peuplent les forêts. Je vis seul ici depuis plusieurs mois. L'endroit est vraiment tranquille, beau et paisible. Tellement superbe quand je vois de ma fenêtre le mont McKinley et les montagnes. C'est la plus belle vue du monde. C'est vraiment fantastique. Il y a beaucoup de grizzlies à cet endroit. En été, dans la rivière derrière, il y a des saumons et les ours viennent les pêcher. Ils sont très nombreux, vraiment des gros ours. Il faut faire attention. Pour le moment, ils hibernent. Paul m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mon courrier, mes vivres, chaque mois ou toutes les 5 ou 6 semaines, comme ça l'arrange. Il doit venir aujourd'hui. Nous avons fixé un rendez-vous il y a 3-4 semaines. Et s'il ne vient pas à cause du mauvais temps, je l'attendrai et dès qu'il fera beau, il viendra. Avant de se poser, Paul survole la clairière où Bob a préparé, dans la poudreuse fraîchement tombée de la nuit, une piste d'atterrissage. Paul, all the way around. Yeah, hey, that was kind of fun. The last trip, you know, you didn't miss by much. Yeah. Oh, you didn't miss. Yeah, I opened it up, showed it to him, he took pictures of it. Snow water, pure as it. C'est l'eau de neige. T'inquiète pas, elle est pure. Elle est pure comme la neige sur le toit d'un couvent. She's as pure as the snow on the convent roof. That's pretty good. I like that. I take fur from Bob and I bring it back to here and either store it for him or if I fly down to Anchorage or drive down to Anchorage, I take a fur exchange and they actually auction the fur off and sell it. You say, yeah, this is how these guys kill all them poor, helpless fur. Just over the airplane. Okay, man. What do you want? Just throw these. Okay, you're going to town. Okay. Okay, Trapper. Take care, Paul. Sure, I'll be back in with the rest of the supplies. La météo ne s'était pas trompée. Les nuages ont enveloppé le mont McKinley. La neige est là. Les grandes tempêtes d'hiver vont arriver et la poudreuse, comme le sable au plus profond des déserts, envahit tout.
Depuis quelques jours, la neige n'a pas cessé. Le froid s'installe. La lumière va se faire plus rare. C'est l'époque où la terre gèle en profondeur, où la glace s'empare des fleuves, des rivières et des lacs. La plupart des animaux hibernent. Même aux humains, la nature impose sa loi, comme si l'existence de ces hommes et de ces femmes était en sursis. La nature va sombrer dans un engourdissement progressif. En Alaska, raconte-t-on, il y a 4 saisons. Juin, juillet, août et l'hiver. J'ai déjà déblayé l'avion 3 fois aujourd'hui. 3 fois, sinon la neige peut casser l'avion. Trop de neige, trop de poids, ça peut l'abîmer. C'est la première grosse tempête de l'année. Joe, lui, n'est pas un pilote du bush. Ce travail, il le fait pour un ami avec lequel il vole quelquefois pour aller jusqu'à Anchorage avant d'embarquer pour la pêche. Je suis moi-même pêcheur de crabes, mais cette année, je suis resté là. Vous savez, actuellement, en mer de Bering, ils doivent rencontrer les pires conditions que vous pouvez imaginer. Je suis trop vieux pour cette pêche. C'est pour les jeunes. C'est mon anniversaire cette semaine, j'ai 54 ans. Le crabe, c'est plus pour moi. Je leur laisse. Chaque année, des marins meurent en pêchant le crabe et la liboute. Il y a un livre qui s'appelle « Danger en mer de Bering ». C'est une histoire sur la pêche au crabe et en particulier la vie à bord d'un bateau et leur naufrage. Mais vous gagnez beaucoup d'argent, beaucoup de risques, c'est vrai, mais aussi plein de dollars. Même ici, au cœur du bush, à des centaines de kilomètres des zones de pêche, personne n'est indifférent aux dangers qui guettent les pêcheurs en hiver. L'île de Saint-Paul est bien loin du McKinley, mais le mauvais temps rapproche ceux qui le subissent. Saint-Paul, oui. L'île entre l'Alaska et la Russie, c'est vraiment très au nord en mer de Bering. Il y a beaucoup de pêcheurs de crabes par là-bas. Ça peut être très dangereux, avec leurs grues qui relèvent les casiers, les mouvements du bateau, et la glace qui vient les alourdir. C'est vraiment difficile. Les casiers peuvent vous écraser, ou vous balancer par-dessus bord. Et la glace, lorsqu'elle se forme sur le bateau, le déséquilibre et peut le faire chavirer. Lily avait raison de craindre le pire pour ces marins partis chercher fortune à la poursuite de l'or blanc. Depuis plusieurs jours, le vent du nord est là. Sur le pont des bateaux, il fait -20, -30, -40 degrés. Les embruns se transforment en glace, des tonnes et des tonnes d'eau se figent sur les structures.
les équipages, il faut continuer à poser, à remonter les énormes casiers. Et maintenant, il faut aussi se battre contre la glace qui s'empare des bateaux. Quand le mauvais temps est là, toutes les 3 ou 4 heures, il faut casser la glace pour pouvoir travailler. La glace arrive du nord et peut emprisonner nos casiers. On risque de les perdre. Alors il faut les remonter et se déplacer vers d'autres lieux de pêche pour fuir la glace. Et ça devient dangereux à bord car le pont est glissant. Vous pouvez facilement vous faire écraser par un casier. C'est comme ça que les gens peuvent mourir, se blesser dangereusement ou se casser une jambe. À son rythme, à déséquilibrer les hommes sur le pont, à les faire trembler, à l'idée qu'ils peuvent à chaque instant passer par-dessus bord, où ils mettraient moins de temps à mourir qu'un café à refroidir. Et ces vagues jamais en repos qui sans cesse se dressent, s'effondrent et disparaissent pour renaître à nouveau. On vit ce métier, la mer et sa violence, avec semble-t-il la seule philosophie qui importe en ces lieux, ce détachement insolent pour ce que tous les hommes redoutent, la mort. Et tout cela, cette souffrance, ces naufrages et ces morts, pour une seule chose, le crabe. Ce crabe qui, une fois à terre, deviendra de l'or pour tous ceux qui ont accepté de le suivre. Le bateau se déplace, on suit les bancs de crabes et c'est là qu'on pose au casier. C'est drôle parce que les crabes se déplacent en tas, comme des montagnes sous la mer, et roulent les uns sur les autres. Alors vous posez les casiers avec la paille et ils rentrent tous dedans. Lily connaissait bien son pays. Ça y est, le mauvais temps a enveloppé Saint-Paul dans sa tenaille de glace. La vie de l'île, sous la violence du vent, semble hésiter. Saint-Paul devient un lieu que Joseph Conrad aurait aimé. Lui qui n'a jamais cessé d'écrire et de montrer l'homme comme un héros défaillant, confronté à plus fort que son courage. Ce métier est un métier dur, où la nature est sans pitié. Les premiers habitants de ces îles avaient d'ailleurs trouvé un nom terrible pour ces rivages glacés de la mer de Bering, où s'engagent les bateaux. Un nom qui annonçait tous les dangers. Le berceau des tempêtes. Le voyage se termine. Le bateau de Philippe, le Scandis Rose, accoste à Saint-Paul pour décharger sa cargaison. Conservé vivant dans les cales du bateau, le crabe part directement vers les grandes usines à poissons qui le traitent et l'expédient vers le Japon.
Saint-Paul est la dernière escale avant de partir à la recherche du crabe. C'est aussi le premier port où les bateaux s'arrêtent. Pour d'autres, moins chanceux, l'embarquement n'a pas eu lieu. J'en parlais avec Philippe. Sur les 10 marins qui cherchaient un bateau, je suis le dernier à ne pas en avoir trouvé. Mais j'y crois à cet embarquement, même si je suis le dernier. Pour les autres aussi, ça a été dur, mais ils ont réussi. Il y a même un type de Tchécoslovaquie sans aucune expérience qui a trouvé du travail hier sur un très bon bateau, l'Alaska Monarch. Mais je sais que je vais y arriver. Il faut absolument que je m'accroche et que j'attende une bonne occasion. Ce bateau est une bonne opportunité. Mais c'est difficile de trouver un bon embarquement. On a déjà perdu 2 bateaux cette saison, mais ça fait partie du jeu. Le travail est vraiment difficile, c'est pour ça que c'est bien payé. Dans les premiers jours de la campagne, quand on est sorti, un gros bateau de près de 40 mètres de long avec 7 tonnes d'équipage a chaviré, et tout le monde a disparu. C'était vraiment terrible, juste en début de saison. Et là, il y a 3 jours, on était sans nouvelles d'un autre bateau. On a essayé de les joindre par radio, pas de réponse. On pense qu'il a coulé lui aussi. En mer de Bering, c'est habituel. Chaque saison, 6 ou 7 bateaux vont par le fond. C'est le risque qu'il faut prendre pour être pêcheur de crabe. Jack London avait marqué la neige au pied du mont McKinley. Joseph Conrad aurait pu choisir les Pribilof en mer de Bering pour y cacher son Lord Jim. La boucle était bouclée, ni l'un ni l'autre n'avait menti.